bienvenue sur The Human Side of Racing, déjà notre 6e émission avec Pierre Van Vliet. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est McLaren dont on a beaucoup parlé en 2025 et pour cause, 2 titres de champion du monde des pilotes avec Norris, champion du monde des constructeurs. Mais nous, on va vous parler un peu de McLaren et de son histoire. Et pour commencer, Pierre, il faut parler de Bruce McLaren. Oui, des origines, évidemment. Bruce McLaren, c'est d'abord un pilote qui débarque en Europe à la fin des années 50. Dans la foulée, d'autres pilotes venant des antipodes. Le vrai pionnier, c'est Jack Brabham, le triple champion du monde australien, chez Cooper, le constructeur anglais de monoplace, qui a qui a été le précurseur des moteurs arrière en Formule 1. Et Bruce rejoint Jack Brabham et gagne ses premiers Grands Prix avec Cooper. Absolument, c'est Jack Brabham qui remarque Bruce McLaren au Grand Prix de Nouvelle-Zélande en 57, qui était hors championnat. Mais Bruce McLaren marche super bien. C'est un jeune homme qui avait quitté l'université où il étudiait pour devenir ingénieur, mais il a vite arrêté parce que la passion de la course automobile le tiraillait. Il roule en Nouvelle-Zélande. Jack Brabham le remarque et lui dit « Viens, rejoins-nous chez Cooper. » Il y en a eu d'autres comme ça après, parce que Bruce donc, court et gagne avec Cooper, après que Jack Brabham ait gagné, lui, ses titres mondiaux. Et puis, dans ses bagages, Bruce McLaren, il embarque un copain qui est Denny Hulme, comme mécanicien d'abord, et Denny Hulme sera champion du monde sur Brabham un peu plus tard. Ouais. Mais bon, on digresse. Et Bruce McLaren donc, est un surdoué de la course. Parce que maintenant, on pense aux constructeurs, évidemment, et on va vous en parler, vraiment avec tous les titres et toute l'histoire bien fournie. Mais Bruce McLaren était un surdoué de la course, gagne son premier Grand Prix à 22 ans. Et à l'époque, c'était vraiment exceptionnel. C'était un record qui va tenir 44 ans. Oui, parce qu'il n'a été battu que par Fernando Alonso bien plus tard. Donc, il gagne très rapidement son premier Grand Prix sur une Cooper, le Grand Prix des États-Unis à Sebring. Puis après, il gagne encore le Grand Prix d'Argentine. Donc très vite, il se fait sa place en Formule 62, 1. Enfin bref. Effectivement. Et donc, à l'ombre de Jack Brabham. Oui, mais c'est une génération quand même de pilotes qui sont inspirés aussi par la technique, qui sont intéressés par la conception des monoplaces, qui sont assez sommaires à l'époque. C'est des châssis tubulaires, des tubes et des carrosseries en polyester. Mais Bruce, comme Jack Brabham, n'est pas très content de l'évolution chez Cooper et finalement décide de se mettre à leur propre compte. Black Jack d'abord avec les Brabham en 63, avec son copain l'ingénieur Ron Toranak, et Bruce va suivre d'abord en faisant rouler des Cooper à sa sauce dans la série Tasman, la fameuse formule Tasman en hiver, l'été austral en l'occurrence, dans ces pays-là. Et puis, c'est là qu'il pense à la F1 aussi, comme Brabham, suit l'exemple de Brabham en fait, et trouver les moyens de faire une F1. C'est une époque où il y a des changements de règlement, le moteur qui passe à 3 litres, etc. Et donc cette formule Tasman, cette première McLaren, devient une Formule 1 en 66, mais sans avoir vraiment les moyens de sa politique. Donc c'est grâce au film Grand Prix de John Frankenheim. Le film, c'est Hollywood qui finance la première saison de McLaren. Mais il n'a pas de moteur, donc il met un moteur Serenissima V8, enfin, puis un moteur Ford Indy, enfin, une catastrophe, parce que c'est une formule où encore ça balbutie, les moteurs 3 litres, et Bruce McLaren. Mais voilà, il débute en F1 avec sa propre écurie comme ça. Et sa propre écurie qui s'appelle Bruce McLaren Motor Racing. Au fur et à mesure, le nom évidemment évolue. Il y a toute la bande des Kiwis, des Néo-Zélandais qui le rejoint. Il y a Phil Kerr, l'ingénieur. Il y a son copain Eowyn Young qui est devenu journaliste par la suite, mais qui était son secrétaire. Mais c'était que des Kiwis, des Néo-Zélandais. Alistair Caldwell aussi, Alistair Caldwell, comme team manager. Qui a toujours été là, évidemment. Et puis, en 68, ça commence à marcher pour McLaren. Grâce au moteur Cosworth. Évidemment. Et le châssis qui est vraiment très bien né. Bruce McLaren a vraiment le chic pour faire marcher la voiture. Il aurait pu devenir ingénieur, mais il était un excellent metteur au point. Et en plus, il avait une très bonne pointe de vitesse. Et en 68, il écrit de nouveau l'histoire avec un grand H. Il gagne le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps au volant de sa propre voiture. voiture. De ce qui est quand même
la McLaren M7, Oui. qui a été dessinée par Robin Hurd, qu'on a connu ensuite chez March. Et donc, c'est l'époque aussi où, pour se diversifier et pour faire tourner son entreprise, parce que McLaren est aussi un entrepreneur, un homme d'affaires, il profite de l'éclosion aux États-Unis du championnat Can-Am avec des voitures de sport. Et bon, là c'est une domination avec les McLaren M6 et puis M8. Et c'est l'arrivée de la fameuse couleur orange papaye. Ça vient de là. Et puis la Formule 1 68 enchaîne en gardant le même code couleur avec Bruce McLaren et son copain Denny Hulme, le Bruce and Denny Show, comme on disait aux États-Unis. Et puis en F1, bon, il gagne le Grand Prix à Spa. Et puis malheureusement, 2 ans plus tard, c'est le drame à Goodwood. Oui, absolument. Et c'est très triste parce que c'est au volant d'une de ces McLaren de Can-Am avec laquelle il se tue à Goodwood en essayant, en faisant un petit run d'essai. Apparemment, il y a son aileron arrière, enfin sa carrosserie arrière qui s'est désolidarisée et à haute vitesse, Bruce n'avait aucune chance. C'est un immense choc, évidemment, pour la Formule 1, pour l'entreprise. Arrive alors Teddy Mayer, l'Américain, un avocat, je crois, un juriste, mais très très passionné de course automobile, et qui reprend l'entreprise avec beaucoup de succès aussi. Le premier miracle, c'est ça. C'est que McLaren survive à Bruce McLaren. Oui. Et ça, c'est grâce à Teddy Mayer, qui était déjà associé avec Bruce auparavant, effectivement un avocat américain, qui n'est autre que le père de Tim Mayer, qui a été récemment candidat éphémère à la présidence de la FIA. Et puis son frère, Timmy Mayer, s'était tué en Formule Tasman à la même époque. Enfin bref, Mayer et des Américains, parce que grâce à la Can-Am, il y a aussi les Kiwis et les Américains se rejoignent. Il y a notamment Tyler Alexander, qui était mécanicien, mais de très haut niveau, et qui a fait toute sa carrière chez McLaren, presque 40 ans ou plus. Et donc, le team survit avec la Can-Am, avec Indianapolis, parce qu'il y a aussi une M16, McLaren Indy, dessinée par Gordon Kopeck, qui a aussi fait la McLaren M23. Et donc, ce début des années 70, eh bien, miracle, Bruce n'est plus là, mais McLaren est toujours là. Il gagne Indianapolis avec Johnny Rutherford. Et d'abord avec Mark Donohue. Mark Donohue, d'abord. Et puis avec Johnny Rutherford 2 fois. Avec Penske. Effectivement. Et puis, il continue à gagner un peu en Can-Am, mais la Can-Am passe en moteur turbo, enfin, c'est Porsche qui domine. Donc. Par contre, en F1, là, il y a un vrai développement, puisque c'est la génération des Cosworth 3 litres atmosphériques. Et là, la M23 est une voiture formidable qui permet à Emerson Fittipaldi, le jeune Brésilien, d'être sacré champion du monde en 1974. Premier titre, oui. Pilote pour McLaren. Et ce qui est génial, c'est que, on sait qu'Emerson Fittipaldi est champion du monde en 72 avec Lotus. 73, il rate le titre de peu parce qu'avec Peterson, on se prend des points et que Colin Chapman ne veut pas donner de consignes d'écurie. Emerson n'est pas vraiment satisfait de cette situation et décide de passer chez McLaren. Il intéresse très fort, étant donné qu'il est brésilien et que le marché brésilien est vraiment important. Il intéresse très fort des nouveaux et grands sponsors de la Formule 1, Marlboro et Texaco. Des sponsors américains. Et ce qui est très important pour McLaren, parce que pas seulement Emerson Fittipaldi est un formidable pilote, il est au sommet de son art à ce moment-là, mais en plus, ça assure la pérennité de l'entreprise. Et Emerson, tout de suite, arrive en 74 et gagne le titre à la dernière course en battant Claire Gazzoni et Jody Scheckter qui avaient une chance Watkins Glen, oui. à Watkins Glen de s'imposer. Mais c'est Emerson qui est titré pour la 2e fois. Et puis, il y a quand même cette influence américaine, Teddy Mayer en l'occurrence, qui se fait sentir, puisque les deals avec Marlboro, Texaco en sponsoring, c'est évidemment Mayer qui les initie. Donc le team s'américanise un peu. Et puis bon, la suite, c'est James Hunt en 76, puisque Fittipaldi décide de quitter McLaren pour l'aventure brésilienne Copper-Sucar. Et c'est James Hunt qui lui succède. Et James Hunt, la fameuse saison 76, Rush, le duel Lauda-Hunt, et un 2e titre mondial pour McLaren, presque dans la foulée. Oui, magnifique, parce qu'à ce moment-là, quand Emerson quitte McLaren, à la surprise générale, parce que c'était un immense pari de passer chez Copper-Sucar,
chez McLaren, on se demande qui est-ce qu'on va prendre. L'intersaison est déjà bien engagée. Et ils ont la bonne idée d'engager James Hunt, qui venait de remporter son premier Grand Prix avec Hesketh en Hollande. Et donc, ils prennent Hunt, qui est une rockstar. Hein. Et donc, ça a vraiment une cohérence avec Marlboro, John Hogan, la télé aussi, hein, parce Bien sûr. on commence à avoir de plus en plus de retransmissions C'est le début de télé, la télé. dont le final évidemment extraordinaire au Mont Fuji sous la pluie, où Hunt est champion du monde. Et donc là, à ce moment-là, McLaren est parti pour de belles et longues années. Voilà. Et la F1 devient effectivement Un sport mondial. un sport mondial sous l'impulsion aussi de Bernie Ecclestone qui prend les affaires en main à cette époque-là. Par contre, pour McLaren, la fin des années 70 est plus laborieuse, avec des voitures qui ratent un peu l'effet de sol, hein, les wing cars de Colin Chapman. Et donc, les pilotes aussi, c'est John Watson, Patrick Tambay, enfin bon, ils n'arrivent plus à rééditer les performances précédentes, et finalement, ça précipite un peu, sous la pression de Philip Morris, de Marlboro, ça précipite un peu la sortie de Teddy Mayer, hein, l'associé historique de Bruce McLaren, et qui sort du bois, c'est un jeune manager, Ron Dennis, qui prend McLaren en main à partir de 1981, qui s'associe avec un ingénieur de génie, John Barnard, et qui révolutionne un peu la F1 avec les coques en carbone, la McLaren MP4-1, c'est pas celle-là évidemment, mais les fameuses coques en fibre de carbone, ça vient de McLaren avec Ron Dennis et John Barnard à l'époque, début des années 80. Et là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour McLaren, parce qu'avec la coque carbone, la voiture est très compétitive, hein, c'est une révolution. Elle fait, et on en parlera dans une autre émission, évidemment, elle fait avancer et la sécurité et la rigidité des châssis, et donc l'efficacité de la voiture. Les résultats commencent à venir, et Ron Dennis arrive à attirer Niki Lauda. Voilà. Il sort Niki Lauda de sa première retraite, hein, Niki Lauda qui en avait eu marre de la Formule 1 en 79 et qui avait créé sa propre entreprise d'aviation, etc., est tenté de revenir et de prendre le challenge de cette McLaren qui lui plaît bien au niveau technique. Et il a bien raison, parce que il s'impose très rapidement à Long Beach avec cette voiture. La voiture est très très bonne, et c'est une nouvelle ère, comme tu l'as dit, qui s'ouvre pour McLaren, qui va attirer à ce moment-là les meilleurs pilotes. Oui, sauf qu'effectivement, c'est aussi l'époque où la Formule 1 bascule vers le moteur turbo. Et là, McLaren, pendant un an ou deux, bon, ils ont sans doute le meilleur châssis, mais ils doivent attendre l'opportunité. Ils la créent, en fait. Parce que c'est là qu'on voit que Ron Dennis était un entrepreneur, mais c'est aussi quelqu'un qui avait du flair, qui anticipait les coûts, qui était parvenu à attirer comme partenaire Mansour Hodge, hein, le groupe technique d'avant-garde, un TAG. Mansour qui finance un moteur chez Porsche, spécialiste des moteurs turbo à l'époque. Et c'est évidemment la belle époque des McLaren TAG Turbo, avec Niki Lauda, Alain Prost, et 3 titres de champion du monde consécutifs au milieu des années 80. Oui, c'est magnifique parce que Niki Lauda et Alain Prost s'entendent vraiment super bien. Niki Lauda qui est un peu en fin de carrière, Alain Prost qui est vraiment l'étalon. Et en 84, Prost perd le titre pour un demi-point, mais domine en vitesse pure, hein, c'est bien clair. Niki Lauda l'a compris, fait encore une année, et finalement Prost obtient son premier titre avec McLaren TAG Porsche. Et c'est bien mérité, parce qu'il avait raté en 83, en 82, en 81 de très peu. Chez Renault. Enfin titré Alain Prost, et en 85, rebelote en 86, il remet ça évidemment. en 86 avec un petit coup de pouce de la chance, mais enfin ça rééquilibre un peu son titre perdu pour un demi-point, etc. Effectivement, et donc on a une période dorée qui s'ouvre. Et le comble, c'est que quand Niki Lauda décide d'arrêter la compétition, d'abord on voit Rosberg arriver aux côtés de Prost puis Johansson, mais ils ne font pas le poids, et Alain Prost conseille à Dennis d'engager ce phénomène d'Ayrton Senna qui arrive, qui
qui est chez Lotus et qui fait des pôles et qui fait des victoires et qui est vraiment le coming man. Ce jeune Brésilien. Et c'est Prost qui conseille à Denis d'amener le loup dans la bergerie. En quelque sorte, mais c'est aussi une manière d'attirer Honda, qui est le motoriste de référence chez Williams à l'époque. Et en prenant Senna, eh bien Senna, il a le moteur Honda sous le bras, et donc c'est la première épopée McLaren-Honda avec des titres mondiaux consécutifs de 88 à 91. Bah oui. Entre Lauda, Prost et Senna, il y a 7 titres, donc c'est vraiment l'âge d'or de McLaren. Période de domination. Bon, on ne va pas vous raconter toute l'histoire de Senna-Prost, ça vous la connaissez, on en a parlé très souvent d'ailleurs, vous pouvez trouver des dizaines, voire des centaines d'articles sur le site de Human Side of Racing à ce propos. Et puis on passe à une autre période, donc avec le moteur Mercedes. Oui, et déjà, c'est le split avec Honda qui provoque le départ d'Ayrton Senna aussi, en fin 93 pour 94, puisque McLaren a dû se rabattre sur un moteur Cosworth client, et puis donc il cherche une autre solution de moteur, et il passe par le Peugeot, enfin bon, et finalement le deal se fait avec Mercedes, et c'est non seulement le split avec Honda, mais c'est aussi le split avec Marlboro, donc c'est vraiment la fin d'une époque pour McLaren, mais Ron Dennis reste aux manœuvres, aux manettes, et il parvient à faire un deal avec Mercedes et les sponsors de Mercedes. Et West, donc voilà, un autre cigarettier. Ça devient des flèches d'argent. Et ça, évidemment, c'est aussi une période, puisqu'il a aussi un ingénieur de génie qui vient de Williams, c'est Adrian Newey. Tiens, nous y voilà. Et là, ils enfilent les victoires comme des perles avec Mika Häkkinen, David Coulthard, et 2 titres mondiaux consécutifs de Mika Häkkinen à la fin des années 90. Alors que chez Ferrari, on n'est pas encore dans la Dream Team Schumacher. Non, pas encore. Bon, heureusement qu'il y a Häkkinen et Coulthard, parce qu'il ne faut pas oublier David Coulthard qui est très solide. Et grâce à ça, ils empêchent Ferrari d'être titré, un titre que Ferrari cherchait depuis tant d'années, depuis Jody Scheckter en 79. Et donc, Häkkinen, qui est le grand rival de Schumacher à ce moment-là, le seul que le grand Michael craint réellement, a 2 titres d'affilée très mérités. Et puis alors, après, il y a le rouleau compresseur de Ferrari, la Dream Team, avec Ross Brawn, Rory Byrne, Michael Schumacher, les pneus Bridgestone, etc., Jean Todt aux manettes. Et là, ils ne peuvent rien faire, 5 titres d'affilée pour Ferrari. Et alors, McLaren doit aussi se remettre en question. Ce que fait Ron Dennis d'ailleurs, en changeant de partenaire, de sponsoring avec Vodafone, et surtout en allant chercher des jeunes pilotes, Fernando Alonso qui vient d'être titré avec Renault, et surtout Lewis Hamilton évidemment. Donc là on est en 2007-2008, premier titre mondial avec Lewis Hamilton en 2008, mais dernier titre mondial avant celui de Lando Norris il y a quelques semaines. Effectivement, parce que Mercedes est tenté de voler de ses propres ailes et créer sa propre écurie, et Ron Dennis devient client Mercedes. Ce qui c'est le rétrograde un tout petit peu. On a une période très difficile. Oui, c'est le schisme avec Mercedes, en fait, qui était actionnaire de McLaren, et surtout le divorce avec Mansour Roger, son associé historique, dans des circonstances un peu pénibles. Et du coup, ça débouche même sur le fait qu'in fine, Ron Dennis est écarté par les actionnaires de McLaren, qui sont devenus essentiellement les... Oui, il y a aussi le départ de Martin Whitmarsh, et puis après l'éviction de Ron Dennis, évidemment, parce que ça ne tourne pas rond, et il faut un nouvel élan. Et sous l'impulsion des Bahreïnis, donc du fonds d'investissement souverain de Bahreïn, qui possède l'entreprise, qui a repris les parts de Mercedes, et effectivement... la mise à l'écart de Ron Dennis, Whitmarsh qui fait un espèce d'intérim et qui ramène Honda dans l'équation, mais on sait que ça a été une catastrophe, ce second mariage McLaren-Honda, et c'est là qu'arrive Zak Brown, oui. Un autre entrepreneur américain, homme d'affaires américain, businessman, un peu dans l'esprit de Teddy Mayer à l'origine, et très passionné aussi, et c'est Zak qui remet McLaren sur des rails, ça prend du temps,
mais les actionnaires lui font confiance, et c'est Zach qui aussi prend le risque ou décide de faire confiance à Andrea Stella, l'ingénieur italien qui venait de Ferrari. Et voilà, on sait ce que ça a donné maintenant, Ah oui. puisqu'ils ont réussi leur coup au bout de quand même quelques années, et en reprenant, en passant d'un moteur à l'autre aussi à la fin des années 2010, là, ils sont repassés par Renault après le Honda, et finalement, nouveau mariage McLaren-Mercedes avec les résultats que l'on sait. Oui, absolument. Il faut rendre hommage à Zak Brown parce qu'au début, il se cherchait, hein, parce que Zak Brown est un commercial et son coup de génie aussi était que, il ne faut pas oublier que McLaren avait, l'écurie de Formule 1 avait quand même pas mal de problèmes financiers, avait des problèmes pour boucler son budget. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attiré 1001 sponsors à des prix cassés. Il a très fort irrité les autres teams de Formule 1 parce qu'il signait quasiment à des prix vraiment de promotion. Il avait 36 000 stickers sur sa voiture, mais c'était intelligent parce que doucement, doucement, il a reconstruit l'entreprise. Pas seulement ça, il a compris qu'il devait se concentrer sur le commercial et donner les rênes d'abord à Andrea Seidel, et puis après, il a compris que Stella était mieux. Et donc, maintenant, ils forment un binôme très solide. Très efficace. Pas seulement ça, ils ont engagé le bras droit d'Adrian Newey, hein, Peter Prodromou, pour À l'aérodynamique. à l'aérodynamique. La sauce a pris du temps à prendre, mais maintenant, on a vu qu'à la surprise générale, comme client Mercedes, ça fait 2 saisons qu'il domine la Formule 1. Et puis avec une nouvelle génération de pilotes, évidemment, puisque Oui. ils ont Lando Norris, qui est un protégé de Zach depuis longtemps, et le jeune Oscar Piastri, qu'ils ont débauché du contexte un peu bancal de Alpine. Bref, voilà où on en est. Zach, c'est quand même un génie du marketing, comme tu dis. Hein, il a un peu révolutionné le système du sponsoring en F1. Pendant des années, McLaren n'avait même pas un sponsor titre, comme on dit. Il avait une myriade de sponsors. Il y avait 40 sponsors sur la voiture. Absolument, oui. Bon, maintenant, ils ont Mastercard qui est devenu le sponsor principal, mais il y en a encore plein. Et des grosses marques américaines, Google, etc. Même British American Tobacco, hein, qui revient par la fenêtre. Donc ça, c'est l'œuvre de Zak Brown. Aussi, comme il est passionné, la diversification de McLaren, avec le programme IndyCar, maintenant Le Mans. le projet Le Mans, l'endurance, alors qu'ils sont passés par la case Formula I. Donc McLaren est devenu un empire de la course automobile sous la direction de Zak Brown et d'Andrea Stella. Absolument, et tout ça est très cohérent, vu l'histoire de Bruce McLaren, qui lui, on a oublié de le dire, s'est imposé au Mans en 66, on le sait, sur une Ford GT40, mais aussi en 95, il y a la McLaren qui s'impose au Mans. Donc pour McLaren, c'est très cohérent. On a maintenant une écurie qui est très, très, très compétitive à tous les niveaux. La référence en Formule 1. Référence en Formule 1, en IndyCar, c'est un top team. Un top team qui gagne des courses. Et comme on a parlé énormément ces deux dernières saisons des Papaya Rules, nous, on se devait de vous raconter la genèse et l'histoire de McLaren, qui était en orange, qui a toujours été en orange, dont on se souvient en orange. Et donc, j'espère que vous avez aimé cette petite cartouche. Et puis, on avait fait une émission aussi sur la triple couronne, vous vous souvenez, à propos de Graham Hill, le seul qui a remporté à la fois Monaco, Le Mans et Indianapolis. Eh bien, McLaren, maintenant, est en mesure de revendiquer une triple couronne des constructeurs, puisqu'ils seront présents sur tous les fronts, sur les 3 terrains en 2027. Voilà, et nous, on applaudit évidemment ce retour en force des voitures aux couleurs papaye, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à très bientôt pour une nouvelle émission.